On est le 25 octobre 2025 et pour Cyril Gane, c'est le grand soir. Il sait pas encore qu'il est à quelques minutes d'une des fins de combat les plus controversées de l'histoire de l'UFC. Par contre, au fond de lui, il y a une chose dont il est certain. Quoi qu'en pensent ses détracteurs, il n'est pas arrivé là par hasard. Qui connaît vraiment les galères qu'il a vécues en déménageant dans un 24 mètres carrés à Paris il y a quelques années à peine ? Est-ce que vous saviez qu'il donnait son sang pour avoir des repas gratuits par exemple, ou que, dans son enfance, une maîtresse d'école l'a traumatisé au point de bégayer pendant longtemps ? Plongez avec moi dans le parcours passionnant de celui qui se définit comme l'antithèse de la majorité des combattants. Un voyage qui commence exactement 35 ans, 6 mois et 13 journées avant, un jour de 1990. Notre cher Cyril Gane est né à La Roche-sur-Yon le 12 avril 1990. Il a grandi en France avec ses parents et il y a une anecdote assez amusante qui s'est déroulée dès sa naissance, figurez-vous, puisqu'ils sont allés à la mairie pour donc déclarer sa naissance et il y a eu une erreur sur son nom. Ils ont inversé le I et le Y. Vous l'aurez remarqué, Cyril Gane dans son cas, ça s'écrit avec le Y à la fin, ce qui n'est pas l'orthographe habituelle. Et depuis, cette erreur est restée, ce qui est quand même assez étonnant. En tout cas, sachez que quand il était petit, quand il avait 3-4 ans, Cyril, il bégayait. Alors c'est venu à cause d'une maîtresse d'école qui l'a traumatisé. Et à cause de ça, pendant toute une période qui a duré jusqu'au collège, il allait à l'orthophoniste chaque mercredi matin à l'initiative de sa mère. Ce qui est quand même assez fou, quand on le voit maintenant. Alors sachez que ce qui caractérise vraiment son adolescence, c'est les sports. Et notamment le basket qu'il adorait. De toute façon, il était quelqu'un de très athlétique. Alors, vous pourriez vous poser la question, est-ce qu'il y avait déjà les sports de combat pendant son adolescence ? À propos de ça, il a déclaré qu'il a jamais été un bagarreur, qu'il a toujours détesté la violence. Un peu à l'inverse de tous ces mecs qui l'utilisent pour se canaliser. Il dit aussi qu'il a jamais manqué de quoi que ce soit, un peu d'argent peut-être, mais qu'il a eu énormément d'amour de la part de ses parents. Il était un peu le petit dernier, donc sa mère était très protectrice avec lui. Ses frangins s'amusaient souvent à l'embêter, du coup, et c'est de ses propres aveux, ça lui a donné un petit côté pleurnichard, qui allait toujours se plaindre à sa mère. Un peu un Calimero Cyril Gane. Alors à l'école, il n'avait pas vraiment de bonnes notes ni de beaux vêtements, mais comme il l'a dit, c'est parce que ses parents n'avaient pas de sous. Vous l'aurez donc compris, il est issu d'une famille modeste dont le père, Romain, est d'origine guadeloupéenne, ancien footballeur amateur d'ailleurs, alors que sa mère, Maryse, travaillait dans la confection textile. Alors donc dans sa jeunesse, il n'a pas fait que du basket, Cyril, il a aussi fait du foot, sans ambition professionnelle, ce qu'il regrettera plus tard d'ailleurs. Au niveau de ses études, il fait un BEP commerce en Vendée, là où il a grandi, et il va continuer son parcours scolaire à Paris au moment où il a 19-20 ans. Il va avoir un BTS dans la vente, et après, il va enchaîner plusieurs jobs, notamment vendeur de meubles, éboueur. Et d'ailleurs, le job d'éboueur, c'était précisément pour pouvoir se payer le permis. Et d'ailleurs, ce genre d'expérience lui donnera la valeur du moindre centime des années plus tard, vous l'imaginez bien. Et c'est à Paris, grâce à un ami qui découvrira le Muay Thai à 24 ans. Une discipline qui finira par révéler son potentiel athlétique exceptionnel quelques années plus tard. Alors toutes ces années à Paris, il en a beaucoup parlé et il a déclaré à propos de ça que c'était la galère, qu'il travaillait en alternance dans un magasin de meubles, que son salaire passait dans le loyer, qu'il était tout le temps à découvert. Et qu'en arrivant, il connaissait vraiment personne. Il travaillait dans le fin fond du 93, habitait dans le 94 et faisait du basket dans le 95. Alors il passait sa vie dans les transports en fait. Il courait tout le temps et il était en échec scolaire. Alors pour autant, son avenir ne l'inquiétait pas. Il disait qu'il avait l'impression qu'un truc allait finir par se débloquer. Et puis surtout, une phrase qu'il a dite, et ce qui montre à quel point il considère ces années comme fondatrices, c'est « les galères construisent un homme ». Et ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute que toutes ces années-là l'ont construit. Il vivait dans un 24 mètres carrés, souvent donc à découvert financièrement, des fois jusqu'à moins 600 €. Sachez que c'était tellement la misère pour lui à certaines périodes que le midi, il mangeait des gâteaux à 90 centimes avec une petite brique de jus et le soir, juste des pâtes. Et d'ailleurs, il allait même des fois faire des dons du sang pour pouvoir avoir des repas gratuits. Vous savez, il les distribue ces repas quand vous donnez votre sang. Alors au milieu de tout ça, il y a quand même la rencontre avec sa future femme et la mère de ses enfants en 2007, alors qu'il a que 17 ans. À part une courte période, quand ils avaient autour de 18-19 ans, où ils auront fait une pause, ils se sont jamais quittés depuis. Une belle histoire d'amour donc. Sachez que son frère David et sa grande sœur Julie
ont tous les trois joué pour le même club de basket, La Roche VBC. Alors son aîné a même parfois atteint le niveau de National 2, en tout cas avec un père conducteur de car et une mère qui travaillait à l'usine, rien ne le prédestinait à la cage, on va dire. Et quand il a donc 24 ans, ce qui est très tard, rendez-vous compte, c'est très inhabituel dans le monde du combat de démarrer à un âge aussi avancé, il a un ancien camarade de classe qui l'invite à découvrir le Muay Thai, et très vite, l'entraîneur de son club a plutôt le repère et lui fait comprendre qu'il a un vrai potentiel, malgré ses débuts relativement tardifs dans le sport. À propos de toute cette période, Cyril a raconté qu'à cause du travail, au bout d'un moment, il pouvait plus jouer au basket le week-end et il faisait plus de sport depuis 1 an. Alors à cause de ça, il s'est mis à grossir, et c'est donc là qu'un ancien pote de sa promotion lui avait proposé d'essayer ce sport. Alors sachez qu'il n'avait jamais pratiqué le moindre art martial de toute sa vie. Au premier entraînement, les gars ont demandé à Cyril s'il avait déjà fait de la boxe, et lui ont dit qu'il devait absolument faire de la compétition. Mais pour Cyril, c'était pas vraiment quelque chose qui l'enchantait, il trouvait que la salle était loin, et il a lui-même raconté qu'il avait la flemme, qu'il venait toutes les 3 semaines. Alors un jour, le coach lui a posé un ultimatum, avec le sourire bien sûr, en lui disant « Viens sérieusement, ou ne viens plus jamais ». Et c'est là qu'il a sauté le pas, et au bout de 5 mois seulement, rendez-vous compte, il faisait son premier combat. Donc Cyril, il débute le Muay Thai en 2014, et en seulement 3 ans, ce qui est dingue, il remporte 13 combats, donc pas la moindre défaite, et devient double champion de France des poids lourds en 2016 et 2017. À propos de ça, il a déclaré « Mes parents s'étaient déplacés de Vendée pour voir mon premier combat, et c'est la seule fois où ma mère est venue. Je me souviens lui avoir touché son dos trempé avant d'entrer sur le ring et transpirait le stress. » En tout cas, Cyril a commencé sa carrière en tant qu'artiste martial de Muay Thai en 2016. Il avait eu son premier match au tournoi AFMT Muay Thai contre Jérémy Jeanne, et ensuite remporté le tournoi national AFMT de poids lourd contre plusieurs adversaires coriaces. Et à propos de ça, il raconte qu'il était vraiment un outsider en fait dans tout cet univers. Un gars qui venait de démarrer, mais pourtant il tapait tout le monde. Dans sa 3e année, à la surprise générale, il battait Yacine Bouganem, qui était la référence chez les poids lourds. Et c'est là qu'il y a vraiment une bascule que tout a changé. Il commençait à gagner 3 000 ou 4 000 euros par combat, et c'est à ce moment-là qu'il a choisi de repartir de zéro et de se lancer, alors non pas dans le Muay Thai, pas seulement en tout cas, mais carrément dans le MMA. Et en 2017, autre moment clé, la rencontre avec Fernand Lopez qui va devenir son entraîneur. Son coach a tout de suite repéré son potentiel et a commencé à le préparer pour une carrière dans le MMA. Son coach, faut savoir qu'il entraînait alors Francis Ngannou, ils se recroiseront des années plus tard, et Cyril sera le sparring partner du Camerounais jusqu'à monter rapidement les échelons lui-même dans le MMA. Un sport donc qu'il a démarré qu'à l'âge de 28 ans, ce qui est vraiment hyper tard. Alors il a raconté sur ses débuts dans le MMA qu'il en avait donc marre du boulot, de fermer le magasin où il travaillait à 20h, de traverser toute la région parisienne. Il rentrait tard le soir, il mangeait pas tellement il était fatigué, et donc on lui a parlé d'une salle de sport qui était à côté de chez lui. Il a frappé la porte, c'était là qu'il a rencontré Fernand Lopez, qui lui a proposé donc de se lancer dans le MMA après seulement 2 entraînements. Il lui a dit « T'inquiète pas pour l'argent, tu peux en gagner 100 fois plus ». Cyril l'a suivi et ça va payer cash. Alors pour autant, Cyril, il admet sans honte aucune qu'il est, surtout à cette époque-là, le plus gros des fainéants. Il disait qu'il faisait le strict minimum, et d'ailleurs que ça rendait fou Fernand. On l'entendait souvent dire si Bon Gamin, son surnom qu'on va expliquer un peu plus tard, était un bosseur, on aurait une vraie machine de guerre. Alors évidemment, Gann raconte quand même que quand il a un combat de prévu, il va au charbon, qu'il n'est pas du genre à aller bosser sans objectif en fait. Il dit qu'il est un flemmard certes, mais qu'il a fait les sacrifices nécessaires avant les combats. Mais par contre, une fois qu'il y a eu le combat, pendant 2 mois, on ne le verra plus à la salle. Il va se reposer, voir sa famille, voyager. Le fait est que dans le MMA, il va aussi donc avoir un premier combat, et ça va arriver dès 2018. Un match qui va gagner donc à TKO contre Bobby Sullivan. Et à partir de là, il y aura des victoires qui s'enchaîneront. En fait, c'est simple. Depuis ses débuts dans le Muay Thai en juin 2016, il a jamais perdu. Or, justement, pourquoi ce surnom Bon Gamin? Alors sachez que, je le cite, c'est tout moi, ça me correspond. À la base, c'était un groupe de rap, et avec un groupe de potes très soudés, on s'était tous fait tatouer. Et depuis, c'est resté. En tout cas,
C'est donc dans ces années-là que son histoire devient vraiment folle, si on prend un peu de recul. On parle quand même d'un gars qui faisait des allers-retours entre 3 départements juste pour aller bosser, dormir à peine quelques heures par nuit, prier aussi pour que son compte ne passe pas sous les 600 €, et les moins 600. Et d'un coup, le gars se retrouve avec un talent qui explose à la figure de tout le monde, et même dans les petites salles de Muay Thai de la région parisienne, les coachs disaient qu'il bougeait comme un poids moyen alors qu'il avait un corps de poids lourd, ce qui est hyper rare. Et puis surtout, ce qui le caractérise dès ces années-là, c'est qu'il était un bon gars, un gars qui parlait pas mal, un gars qui ne cherchait pas d'ailleurs à provoquer gratuitement qui que ce soit. Il était doux, toujours souriant, une sorte de calme, on va dire, qui plaisait aux gens à l'époque. Beaucoup de fans d'ailleurs racontent que la première fois qu'ils l'ont vu en salle, ils ont cru que c'était plus un danseur et pas vraiment un combattant, tellement il bougeait bien, tellement c'était propre et fluide. Mais derrière tout ça, on sent déjà dans ces années-là quelque chose qui se met en place. Le potentiel d'un mec qui n'est pas juste athlétique, qui comprend le mouvement. Un coach de Puteaux le décrit un jour dans une interview comme un élève qui apprend des trucs le lundi et les ressort le mardi comme s'il les avait toujours connus. Et ça, c'est un don. Et c'est aussi pendant cette période qu'il commence à développer une vraie mentalité de sportif, alors pas dans le sens bagarreur, non, plutôt dans le sens du mec qui découvre quelque chose qu'il aime et qui réalise qu'il est enfin bon quelque part. Alors ça, pour un enfant qui était introverti, qui bégayait, c'est un truc qui change une vie. Ne lâche pas, ici on est pas mal. Alors quand vous regardez Cyril à cette période, entre les années 2015 et 2018, vous voyez un mec qui avance presque sans forcer, un peu comme s'il glissait sur des rails. Et pourtant, s'il y avait bien un endroit où rien n'était tracé, c'était dans sa carrière de combat. Lui-même le dit, il n'avait jamais rêvé d'être champion, pas même d'être combattant. Le Muay Thai, il y tombe dessus, un peu comme si tu trouves un billet de 20 € dans une vieille veste. Par hasard, mais pile au moment où t'en as besoin. Et au début, c'est presque une blague. L'entraîneur voit arriver ce grand gaillard d'1m95, athlétique, mais avec zéro expérience en sport de combat. Sauf qu'au premier sparring, les mecs de la salle lui demandent déjà depuis combien de temps il fait de la boxe. Et le pire, plus tard, il avouera qu'il venait peut-être 3 semaines à peine au moment où il a commencé. Tout simplement parce qu'il avait pas envie de venir plus souvent. Alors rendez-vous compte, il avait le talent, la taille, les réflexes, mais un petit côté vraiment paresseux et bon vivant qu'il a toujours suivi. Et donc le fameux ultimatum du coach, le viens sérieusement ou ne viens plus jamais, c'est ça qui a tout changé avec le recul. C'est là qu'on voit quand même le vrai Cyril. Quand il décide de faire un truc sérieusement, il devient une machine. Il se met à s'entraîner régulièrement, il perd du poids, son cardio explose, et donc 5 mois à peine, et il faisait déjà son premier combat. Rendez-vous compte, 5 mois, pour un poids lourd, c'est presque irréel. Or donc il y a eu cette période où il accumulait les victoires, et même pas des petites, parce que quand il a battu Yacine Bouganem, qui était surnommé le King des lourds à l'époque, c'était un vrai tournant. Or, le milieu du sport du combat ne comprenait pas comment quelqu'un d'aussi novice pouvait battre un vétéran qui a des dizaines de combats internationaux au compteur. C'est un peu comme si un gars qui venait à peine de commencer le piano réussissait à jouer du Chopin à peine quelques jours après. En tout cas, il devient double champion de France 2016-2017 et tout le monde se dit mais d'où vient ce mec ? Ce qui rend aussi cette période magique, c'est qu'on découvre un Cyril qui est très loin du stéréotype du combattant agressif ou revanchard. Sur les plateaux où il va doucement mais sûrement commencer à apparaître, dans les gymnases, dans les coulisses, les gens disent tous que c'est un bon gars. Pas un guerrier, pas un tueur, un bon gars. Ce qui donnera aussi du sens à son surnom de bon gamin. D'ailleurs, sachez qu'à cette époque, il réalise pas du tout qu'il commence petit à petit à devenir une attraction. Pas le moindre ego, pas la moindre frime bien sûr. Et puis sachez que il va continuer à bosser, en tout cas avant de commencer le MMA, il vendait toujours les meubles, il a accumulé quand même pas mal de jobs, et tout ça va forger quelque chose d'unique chez lui, on pourrait dire la lucidité, parce que contrairement à d'autres, il sait ce que c'est de se lever à 6h pour aller pointer, rentrer claquer, compter ses pièces pour finir le mois, et ça se retrouvera aussi dans son style plus tard, quelqu'un de méthodique, de calme, jamais dans la précipitation. Alors dans les salles, on se marre en le voyant pratiquer parce qu'il fait les footwork drills comme un danseur léger, du shadowboxing fluide comme s'il était un poids moyen. Puis il bouge très légèrement, ce qui deviendra sa marque de fabrique dans les combats qu'on verra à l'UFC notamment. On l'entend jamais respirer fort, jamais paniquer, il est déjà très calme, alors que pourtant il est en plein exploit physique. Alors cette année-là,
il va aussi toucher pour la première fois au milieu du MMA, vous l'aurez compris. Alors ça vient plus d'une curiosité que d'une envie profonde, hein. Des combattants autour de lui lui parlent de MMA, certains enchaînent Muay Thai et MMA aussi, d'autres l'entraînent à essayer des projections, des transitions, et lui tout ça l'amuse, hein. C'est ça le truc avec lui, chez lui la performance passe toujours par le plaisir, hein. D'ailleurs si tout ça l'ennuyait, il n'aurait pas avancé. Pour lui le plus important c'était de s'éclater. Et la fameuse salle qui a tout changé pour lui, c'est la fameuse MMA Factory, un lieu de préparation intense où s'entraînait déjà une élite de combattants, hein, dont des poids lourds reconnus et des spécialistes du grappling et du striking. Alors imaginez l'ambiance, une salle posée à Paris, un peu brute avec des cages, des tapis usés par les entraînements, et un coach qui croit dur comme fer que le MMA, dès cette époque, peut devenir un sport majeur en France. On parle bien sûr de Fernand Lopez, qui est vraiment un des premiers à promouvoir le MMA de haut niveau dans l'Hexagone et à former des talents. Alors sachez que quand Cyril pousse la porte là-bas pour la première fois, Lopez le regarde à peine, hein. Un grand gars timide, poli, qui parle doucement, qui transpire pas la rage. Mais quand Cyril mentionne qu'il se prépare pour de haut niveau en Muay Thai, Lopez s'intéresse à lui. Et donc ça, c'est là quand même que l'histoire devient folle, hein. Quelques jours plus tard, Cyril était revenu à la salle avec une photo où il apparaissait après avoir battu Brice Guidon, qui était un vétéran respecté du kickboxing international. On peut dire que c'est vraiment là que Lopez, son coach, s'est dit que ce type, il était pas banal. Et c'est là qu'il l'a un peu mis à l'épreuve, on va dire. Il l'a fait travailler avec des combattants expérimentés, et très vite tout le monde comprend qu'il a un don rare. Il comprend tout de suite les techniques. On lui montre quelque chose, il l'adapte à son propre corps comme s'il l'avait déjà maîtrisé. On lui explique un déplacement, il le fait après avec une fluidité absurde pour un poids lourd. C'est comme si il possédait une sorte d'intuition pour le combat. Dans cette phase, il apprend aussi la lutte, le grappling, qui sont très différents du Muay Thai, hein. Les renversements, les contrôles au sol, les soumissions, pour beaucoup ça fait peur, mais Cyril se lance là-dedans, il découvre tout un jeu d'échecs au sol en fait, où la force brute ne suffit pas, et ça colle parfaitement à son cerveau de joueur collectif on va dire, à son sens du timing et de la stratégie. Puis est venu le moment où l'entraînement est devenu le combat, pas une simple pratique, mais une vraie entrée donc dans le MMA professionnel. Alors on parle pas encore de Ligue mondiale c'est sûr, mais d'un premier pas, d'une scène où il peut tester ce qu'il a appris. Et entre 2017 et 2018, il s'immerge complètement dans ce nouvel art. La plupart des poids lourds misent sur la puissance alors que lui, il travaille la mobilité, la distance, le timing, il regarde des vidéos, analyse des déplacements, teste des enchaînements, corrige sans cesse, et très vite tout le monde commence à dire qu'il n'est pas quelqu'un comme les autres. Alors pour votre information, une anecdote qui circulait souvent c'était qu'un jour, un sparring partner se blesse légèrement, et Cyril s'était tout de suite arrêté, s'était excusé plusieurs fois, l'avait aidé, mais s'était assuré que tout allait bien avant de reprendre. Ce qui montre bien qu'il était quelqu'un avec une personnalité vraiment très respectueuse, très humble, très gentil. Alors, le MMA, donc vous l'avez compris, ça a commencé par une série de victoires où il a appris très vite. Pourtant, on parle d'un type qui n'était pas un bagarreur, hein, qui voulait juste vivre sa vie, qui aimait jouer avec son corps, tester ses limites. Mais une métamorphose va avoir lieu petit à petit. On mentionnera une victoire de Cyril contre Adam Diska, qu'il a battu par TKO sans jamais le laisser respirer, une autre contre Rogers Souza, qu'il a encore fini par TKO, restant donc invaincu. Et tous ces résultats se faisaient en moins d'un an d'expérience en MMA, hein, ce qui est rarissime, encore moins dans sa catégorie. Et en regardant son ascension, on comprend bien une chose. Cyril Gane, avant même de poser un pied dans l'octogone de l'UFC, il a déjà prouvé qu'il pouvait tout apprendre, tout maîtriser, tout absorber. Mais l'UFC, c'est quand même une autre planète, c'est là que tout change. Là où les projecteurs sont les plus puissants, où les caméras te suivent, où chaque mouvement est scruté, et où les erreurs coûtent cher. Alors, la question qui brûlait les lèvres de tous les fans de MMA, c'était comment Cyril va-t-il gérer son arrivée à venir à l'UFC? Est-ce qu'il va garder ce calme légendaire qui fait de lui un poids lourd différent? Ou est-ce que la pression d'être le porte-étendard du MMA français à l'international va le faire flancher? On se demande aussi s'il va arriver à son premier combat à l'UFC en mode machine froide, comme il sait le faire en France. Ou est-ce que l'intensité et le niveau vont le surprendre? Et puis, faut quand même dire que ses adversaires à l'UFC ne seront pas des inconnus. C'est des mecs qui ont passé des années à vivre, à respirer l'octogone, des mecs qui savent exactement comment tester un nouveau venu. Alors, Cyril va-t-il réussir à imposer son style unique ou va-t-il se heurter à des stratégies qu'il n'avait jamais affrontées? On se demande si le bon gamin qu'on connaît dans les salles parisiennes va se transformer en machine à gagner sous les projecteurs de l'UFC.
Ne vous inquiétez pas, dans le prochain chapitre, vous aurez toutes les coulisses de ses débuts à l'UFC, de son premier combat là-bas, ses sensations, ses doutes, les stratégies. Et vous découvrirez comment un gars qui a commencé tard, mais qui a tout appris vite, va tenter de conquérir la plus grande scène du MMA mondial. On est en 2019 mes amis, et ça y est, c'est l'heure des débuts professionnels de Ciryl Gane à l'UFC contre un certain Rafael Pessoa. Et direct, première victoire, le 10 août 2019 pour être précis. Et ce qui a frappé les observateurs dès ce premier combat de Ciryl, c'est son calme olympien. Alors que beaucoup de débutants à l'UFC sont tendus et nerveux en général. Lui, il a gardé son timing parfait, sa distance, comme s'il avait déjà combattu au plus haut niveau depuis des années. Ses mouvements sont fluides, précis, presque chirurgicaux pour un poids lourd. Il y a même un journaliste de MMA Fighting qui décrira plus tard son style comme un ballet technique dans une cage où chaque pas est calculé. Plus tard, Ciryl a aussi gagné d'ailleurs contre Don'Tale Mayes, une soirée où il avait même eu le prix de la meilleure performance. Alors beaucoup s'attendaient à un combat serré ce jour-là, mais Gane avait montré une maîtrise incroyable de son striking. Il s'était servi de ses jambes de manière stratégique, contrôlé la distance, frappé au moment parfait, et ce qui avait forcé Mayes à subir sa cadence plutôt qu'à imposer la sienne. Et c'est le combat qui a marqué le début d'une réputation aussi pour Ciryl. Il n'était pas seulement donc un poids lourd puissant, il était aussi intelligent et technique, capable de gérer un adversaire expérimenté sans se précipiter, donc certainement pas quelqu'un de robuste et bébête. Plus tard, il a aussi gagné contre Tanner Bowser, un autre show, un match qui a confirmé qu'il n'était pas une simple étoile montante, mais un vrai phénomène. Alors, les fans ont de plus en plus commencé à remarquer son jeu de jambes hors norme, sa capacité à lire les mouvements de son adversaire, à exploiter le moindre espace. Et lors de ce combat, on a même aussi vu son fameux sourire discret après chaque coup efficace, comme s'il s'amusait, mais sans plus manquer de respect à son adversaire. C'est comme ça qu'il a commencé à forger sa personnalité médiatique, un mélange de calme, de charisme. Alors, petits accros quand même en 2020, avec une blessure qu'il va subir suite à un coup sur son pneumothorax pendant l'entraînement, ce qui va le forcer à annuler son combat contre Shamil Abdurakhimov, en sachant que le match donc, est reporté à cause de sa blessure une première fois, et au total il sera reporté 4 fois, jusqu'à finalement être définitivement annulé. Et c'était pas une période facile pour Ciryl, mais elle a aussi révélé un aspect clé de sa personnalité, la patience et la discipline mentale. Ciryl a raconté dans plusieurs interviews que rester concentré alors qu'il devait attendre des mois pour combattre l'a motivé à travailler sur son jeu de jambes, son grappling, des aspects qu'il pouvait affiner sans risquer de se blesser. Mais le gros moment qui va tout changer, écoutez ça, UFC 256, 12 décembre 2020. Ce soir-là, il affronte Junior Dos Santos, un vétéran de la catégorie poids lourd, une vraie légende, et un match que Ciryl va gagner, et avec la manière. Au fur et à mesure que le match avançait, Santos essayait d'avoir la position extérieure, tandis que Gane frappait ouvertement depuis l'intérieur, et ce qui a surpris surtout beaucoup de fans et d'experts, c'est sa maîtrise tactique. Il se précipitait jamais, il lisait chaque mouvement, anticipait les combinaisons, adaptait ses frappes aux conséquences. Et le combat s'est terminé donc au deuxième round, après que Gane ait infligé un KO technique à Santos. Or, il y aura quand même un peu de polémique, puisque JDS, on va l'appeler comme ça, s'insurge contre sa défaite face à Ciryl Gane après coup, et refuse d'accepter le résultat. Pourquoi ? En raison d'un coup de coude illégal, soi-disant. Or, lui, donc, qui est un ancien champion du monde poids lourd, a carrément fait appel à la commission athlétique du Nevada en exigeant que sa défaite contre Gane soit annulée après que l'arbitre, Jerin Vallel, aurait selon lui mal interprété les règles. Or cet épisode, même s'il a été assez intense médiatiquement, n'a jamais semblé perturber Ciryl. Ses proches racontent qu'après le combat, il s'est simplement concentré sur sa récupération et l'amélioration de ses techniques sans se laisser emporter par la polémique du tout. Il a déclaré qu'il était vraiment heureux après ce match contre Dos Santos. Il a remercié l'UFC pour cette opportunité de combattre Dos Santos après 5 combats annulés, et il était très content de finir l'année 2020 de cette façon-là. Une déclaration qui montre bien son humilité et sa gratitude, deux traits qui ressortent beaucoup quand on le suit dans la vie de tous les jours. Les fans qui ont rencontré Ciryl Gane à des événements de promotion pour l'UFC racontent qu'il est toujours accessible, poli, calme.
Loin du stéréotype du combattant UFC bruyant et arrogant, un peu à la Conor McGregor, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, sachez que lors d'une séance médiatique après le combat contre Dos Santos, un journaliste lui avait demandé s'il ressentait la pression de combattre un ancien champion. Cyril avait répondu avec son ton tranquille et son sourire discret « Pression? Non, j'étais juste curieux de voir ce que je valais vraiment. » Et c'était typique de lui. Il transformait chaque combat en un jeu d'apprentissage plutôt qu'en une simple épreuve de force. En tout cas, en backstage, ses partenaires et entraîneurs soulignent sa discipline, sa régularité. Il n'a jamais été le genre de combattant à chercher à impressionner ou à se mettre en avant. D'une façon ou d'une autre, il s'entraînait dur et toujours avec l'objectif clair de progresser, comprendre et performer proprement. C'est cette approche qui lui a permis de grimper si vite dans la hiérarchie de l'UFC, malgré ce parcours tardif et des débuts en combat professionnel relativement récents. Son coach, toujours le même à ce moment-là, Fernand Lopez, a déclaré dans une interview que Cyril avait cette combinaison rare, la technique d'un poids moyen, la force d'un poids lourd et une tête froide. Il voit le combat comme un échiquier, pas comme une bagarre. Et les fans ont vite remarqué d'ailleurs cette particularité. Sur les forums, les réseaux sociaux, beaucoup le surnomment le calculateur ou le maestro du poids lourd, un peu comme si chaque pas, chaque coup, chaque esquive était chorégraphié. Mais derrière tout ça, Cyril reste un gars simple, qui rit avec ses coéquipiers, partage des moments légers, adore les anecdotes de sa vie hors cage. Et donc fin 2020, après ses victoires et malgré la polémique avec Junior Dos Santos, c'est clair que Cyril Gane, il est plus qu'une promesse. Les experts, les fans le considèrent vraiment comme un futur prétendant sérieux au titre poids lourd. Et là, plusieurs questions brûlent toutes les lèvres. Est-ce qu'il va réussir à gérer la pression quand il devra affronter les meilleurs du monde dans des combats à enjeu réel? Est-ce que ce calme, cette approche technique, suffiront contre des adversaires qui misent sur la puissance brute et l'agressivité? Vous aurez toutes les réponses et vous vivrez en immersion la route vers son premier title shot à l'UFC dans le prochain chapitre. Le prochain match de Cyril Gane allait être à l'UFC Fight Night 186 contre Jairzinho Rozenstruik. Et ce jour-là, le 27 février 2021, il obtient une victoire marquante, alors non pas avec un KO technique cette fois-ci, mais par décision unanime. Et c'était un combat qui était très attendu, figurez-vous, puisque Jairzinho était connu pour sa puissance phénoménale, ses KO spectaculaires. Et dès le début du premier round, Cyril a adopté son style caractéristique, léger sur ses appuis, se déplaçant constamment pour éviter le jeu de puissance direct de son adversaire. Il a travaillé le timing, les contre-attaques, laissant Rozenstruik se fatiguer à lancer des coups sans le toucher. Et à la fin du troisième round, les juges ont donné la victoire unanime à Gane, saluant sa précision, sa distance parfaite et son contrôle total du rythme du combat. Alors les fans ont été impressionnés par la fluidité qui semblait déjà comprendre comment dominer un poids lourd simplement par le mouvement et la stratégie. Et quelques mois plus tard, rebelote, né le 26 juin 2021, et cette fois-ci, c'est Alexander Volkov qui battra à la décision. Et ce combat a été un véritable test pour Cyril, parce que Volkov c'est un vétéran avec une portée énorme, une expérience en MMA de haut niveau. Dès le premier round, Gane a utilisé son jab et ses front kicks pour maintenir Volkov à distance, ce qui l'empêchait de se rapprocher pour placer ses puissants coups de poing bien sûr. Il a aussi montré son talent en clinch, en contrôlant les positions contre la cage, en neutralisant les tentatives de takedown. Volkov, frustré, a essayé de changer de rythme au troisième round, mais Cyril a gardé son calme, anticipant comme d'habitude chaque mouvement et frappant de manière chirurgicale. Et donc à la fin du combat, les juges lui ont donné la victoire, soulignant sa capacité à combiner technique, distance et stratégie dans un combat où la clé, c'était la patience. 7 août 2021 maintenant, et ce jour-là, il bat l'ogre d'Eric Lewis. Alors non pas par décision, mais bel et bien par TKO. Alors ce combat restera dans les mémoires comme le moment où Cyril Gane a officiellement marqué l'histoire du MMA français. Lewis est célèbre pour sa puissance destructrice et sa capacité à mettre KO n'importe qui en une fraction de seconde. Mais Gane, fidèle à son style, a gardé la distance, utilisant des low kicks précis pour limiter la mobilité de Lewis et casser son rythme. Au deuxième round, il a commencé à placer des enchaînements précis, frappant Lewis de manière technique et méthodique. Alors à ce moment-là, Derrick, frustré, a commis des erreurs en cherchant le KO à tout prix, et Gane en a profité pour terminer le combat par TKO avec l'arbitre stoppant le combat avant que Lewis ne subisse des dégâts très sérieux. Et c'était un moment historique. Pour la première fois réaliser ça, un Français remportait une ceinture de l'UFC. Alors bon,
C'était la ceinture intérimaire des poids lourds, mais quand même. D'ailleurs, ce qui est drôle, figurez-vous que Cyril était tellement concentré sur le combat qu'il avait oublié, en tout cas au moment où on lui a donné l'objet, que c'était pour la ceinture intérimaire. Ce qui explique son sourire au moment où on lui met la ceinture. Dans sa tête à ce moment-là, il se dit « Ah oui, c'est vrai !» Et ce sourire, capturé par toutes les caméras, est devenu une des images iconiques de sa carrière. Les fans ont adoré ce mélange de sérieux sur le ring et de simplicité dans la victoire. Or, il a raconté qu'après sa victoire, quelques mois avant, contre Alexander Volkov, donc celle où il avait gagné à la décision, on lui avait proposé un combat pour la ceinture le mois suivant à Houston. Ce qui tombait pile poil dans le timing de la naissance de sa fille, figurez-vous. Et il avait dit, les gars, je ferai pas passer mon métier avant ma famille. Alors déjà, sa première fille, il avait failli louper sa naissance, et il voulait surtout pas avoir de remords. Mais finalement, sa femme lui avait dit d'y aller. Il a donc gagné la ceinture intérimaire contre Lewis, et il a quand même pu être de retour à temps pour assister à la naissance de sa deuxième fille. Et derrière cette anecdote, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un autre côté de Gane que peu de spectateurs connaissent. Le poids des responsabilités personnelles et la gestion de sa vie de famille en parallèle de sa carrière fulgurante. Cyril incarne l'image d'un champion qui reste humain, attaché à ses valeurs, même au sommet du MMA mondial. Sa femme et ses filles sont devenues ses piliers, lui donnant la stabilité qui lui permet de se concentrer sur son entraînement et sa stratégie. Autre anecdote de cette période, dans les coulisses avant le combat contre Derrick Lewis, ses coéquipiers de la MMA Factory racontent qu'il est resté calme, presque détaché, pendant que d'autres stressaient. Cyril, qu'est-ce qu'il faisait ? Du shadowboxing, lentement, ajustait ses gants, souriait au coach, prenait même le temps de discuter avec des journalistes. Il a déclaré plus tard « La peur et le stress, ça m'aide pas. Je préfère rester dans mon flow, respirer et me concentrer sur ce que je sais faire. » Ce côté zen et méthodique, associé à son explosivité sur le ring, a marqué le début de sa légende dans la catégorie poids lourd. Or, sa victoire contre Lewis a aussi fait parler des experts de MMA dans le monde entier, bien sûr. Les analystes soulignent sa capacité à évoluer comme un poids moyen chez les lourds, utilisant sa mobilité et ses déplacements pour neutraliser la puissance brute de ses adversaires. Et c'est pour ça qu'il est souvent comparé à un décathlonien du ring. C'est quoi ça ? En gros, quelqu'un qui est capable de tout faire, mais avec une précision chirurgicale. Tu vois, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ces moments de vie-là. Dans cette période, entre 2021 et 2022, Cyril a aussi commencé à s'intéresser à la stratégie de communication autour de ses combats. Contrairement à beaucoup de combattants qui se contentent de rester dans l'ombre ou de provoquer gratuitement, il se sert des réseaux sociaux pour montrer son entraînement, partager des moments avec sa famille, créer un lien avec ses fans. Les médias remarquent son intelligence, sa maturité, loin des excès et des scandales qui touchent parfois les combattants de l'UFC. Puis il y a les petits détails qui font aimer Cyril aux observateurs et aux fans. Il salue par exemple toujours ses adversaires après le combat, il s'inquiète pour leur santé, il reste humble même après des victoires spectaculaires. Lors de son combat contre Lewis par exemple, il est resté un long moment à côté du ring, discutant avec l'équipe adverse, vérifiant qu'il n'y avait pas de blessés graves. C'est ce mélange de professionnalisme et de simplicité qui a renforcé son image auprès du public. Alors vous le voyez bien, la route vers son title shot a été rapide, mais réfléchie. Après avoir remporté la ceinture intérimaire, évidemment que le prochain objectif pour Cyril et ses fans, c'était de décrocher le titre officiel. Et c'est là que le suspense commence. Est-ce qu'il va réussir à se préparer pour ce combat crucial sans se laisser submerger par la pression d'être le porte-étendard du MMA français ? Est-ce qu'il va gérer l'exigence et la tension face à un champion déjà en place, avec des années d'expérience à ce niveau ? Est-ce qu'il sera capable de rester fidèle à son style face à la puissance de son adversaire ? Les sacrifices qu'il a fait pour sa famille et son entraînement vont-ils suffire pour franchir cette dernière étape vers le sommet ? Vous saurez tout ça dans le prochain chapitre. Si la carrière du natif de La Roche-sur-Yon tenait presque du conte de fées jusqu'à présent, avec l'histoire d'un athlète talentueux qui découvre la boxe thaï puis le MMA un peu par hasard à 25 ans puis fracasse tout le monde sur son passage après, on peut dire que maintenant, la carrière de Cyril va connaître son premier vrai coup d'arrêt. Alors, ce qui rend le combat à venir si unique, c'est qu'il n'était pas simplement un match pour le titre, c'était un choc entre deux mondes. D'un côté, vous l'aurez compris, Cyril Gane, le poids lourd français élégant, méthodique, mobile et technique, et de l'autre, on retrouve qui ? Francis Ngannou, une force brute de la nature, un tueur en puissance, connu pour finir ses adversaires en quelques secondes. La confrontation représentait bien plus qu'un titre,
C'était l'aboutissement de la trajectoire de Gane, mais aussi un examen de sa capacité à rester maître de son art face à une puissance phénoménale. Or Cyril a parlé de son lien avec Francis Ngannou, puisque, rappelez-vous, on aurait pu imaginer qu'ils se sont croisés à maintes reprises à la MMA Factory. Alors à propos de ça, il a dit que quand il est arrivé au gymnase à l'époque, Francis était déjà parti pour Vegas. Il l'a vu qu'à quelques reprises quand il venait à Paris pour se préparer pour ses combats, et que donc non, au moment de l'affronter, il n'était pas vraiment proche de Ngannou. Et cette distance ajoutait un aspect psychologique particulier à leur match. Il n'était pas face à un ami ou à un mentor, mais face à un des adversaires les plus dangereux du monde. Son coach, Fernand Lopez, devait trouver le parfait équilibre, préparer Cyril à contrer la puissance de Ngannou, tout en conservant sa mobilité et son style unique. Alors, dans les semaines précédant le combat, Gane s'est concentré sur deux axes majeurs, la mobilité et l'endurance. Contrairement à de nombreux lourds qui misent tout sur la force brute et les coups puissants, Cyril travaillait son jeu de jambes comme un danseur toujours, avec des sessions de shadowboxing intensives, notamment des sparring qui incluaient des partenaires plus lourds pour simuler la puissance de Ngannou, mais aussi des combattants rapides pour tester ses réflexes. Vous aviez un coach de la MMA Factory qui racontait à l'époque qu'on savait qu'il pouvait rivaliser techniquement, mais que sa vraie force c'était la tête. Il ne panique jamais, même face à un monstre comme Francis, il reste calme, méthodique, et c'est ce qui fait la différence. Cyril lui-même confiait d'ailleurs qu'il avait regardé des centaines de vidéos de Ngannou avant le combat, scrutant chaque mouvement, chaque ouverture, chaque tendance, mais il restait conscient que dans le feu de l'action, la planification a ses limites. Il a dit que tu peux regarder 1000 combats, mais que quand t'es là, dans la cage, tout change. Tu dois sentir le moment, respirer avec ton adversaire et décider en une fraction de seconde. Or, sa famille et ses proches l'ont soutenu comme jamais. La naissance de sa fille, quelques mois plus tôt, avait donné un nouveau sens à sa motivation. Il a expliqué qu'il se battait pour lui, mais aussi pour montrer à sa famille que toutes les galères, tous les sacrifices en valaient la peine. Et c'est là donc qu'on arrive au 22 janvier 2022 à Las Vegas. Et Cyril Gane entre dans la cage sous une lumière intense. La tension est palpable, les fans retiennent leur souffle. Et le premier round, il commence un peu avec une observation mutuelle. Ngannou cherche à imposer sa puissance dès l'ouverture, mais Gane esquive, bouge, frappe de loin. Sa technique de striking s'exprime pleinement. Jab précis, low kick mesuré, déplacement fluide. Et on sent tout de suite sa stratégie. Il veut surtout pas encaisser un coup décisif. Alors il temporise, il analyse, il teste la distance. Les commentateurs disent qu'on dirait un poids moyen, donc évoluant chez les lourds. Ils sont impressionnés par sa mobilité. Et Cyril ne laissait jamais Ngannou s'installer pour frapper à pleine puissance. Alors, au deuxième round, la tension monte. Ngannou commence à trouver son rythme, cherchant à couper la cage et à coincer Cyril contre la grille. Mais Gane, il se sert de ses pivots et de son jeu de jambes pour créer des angles, frapper au bon moment. Chaque coup est calculé, chaque mouvement étudié. Les spectateurs peuvent presque voir un schéma mental se décider. Patience, précision et contrôle. Et malgré ça, pourtant, attention, Ngannou trouve quelques ouvertures. Cyril encaisse intelligemment, se protège et répond par des combinaisons rapides. Mais ce qui va vraiment marquer ce combat dans son ensemble, c'est le fait que contrairement à tout ce qu'on aurait pu attendre, Ngannou, lui, qui est si fort dans le striking, qui est tellement puissant dans les coups de poing, va miser sur une stratégie qui prend Cyril Gane à contre-pied en misant énormément sur la lutte. Et ça va lui permettre de dominer les rounds suivants et ça obligera donc les juges à prendre une décision sur le vainqueur. Et là, coup de théâtre, coup de tonnerre et grosse déception pour Cyril puisque les juges vont donner la victoire à Francis Ngannou. Mais pour Cyril, ça restera quand même un apprentissage monumental. Il avait quand même réussi à tenir tête à un monstre de puissance et à rester fidèle à son style. Alors, vous devez quand même à ce moment-là réaliser ce qui vient de se passer. Des propres mots de Cyril Gane lui-même, le combat pour le plus grand titre mondial du MMA, c'est la plus grosse ceinture et c'est la plus grosse catégorie. Il n'y a pas meilleur que ça. Donc pour lui, c'était vraiment le summum ce match contre Ngannou. Et il avait enfin obtenu ce title shot. Et ce qui est quand même à noter, c'est qu'habituellement, Ngannou faisait toujours des combats qui duraient une trentaine de secondes avant de mettre son rival KO. Et cette fois-ci, il y en a eu 5 de rounds. C'est quand même tout à l'honneur de Cyril, qui lui-même a d'ailleurs considéré qu'il avait probablement gagné les 2 premiers rounds, voire même le 5e.
Ce qui explique aussi pourquoi il a peut-être encore plus de mal à accepter cette défaite. En tout cas, il a raconté comment il a vécu les moments après cet échec. Il a dit qu'après avoir passé la foule derrière le rideau, il a des sanglots qui ont monté comme un enfant, et que ça lui a rappelé l'époque quand il était gosse et qu'il perdait une finale de foot. Il dit qu'il a pleuré pendant 10 secondes, que ça n'a pas duré longtemps, qu'il y a cette bulle qui a éclaté en quelque sorte, puis qu'il s'est repris pour enchaîner avec 1h30 d'interview. Il dit qu'il est humain et qu'il n'a pas d'ego mal placé. Et cette humanité et cette transparence a quand même impressionné ses fans et les observateurs. Il y en a beaucoup qui ont souligné que c'était rare de voir un poids lourd pleurer ou montrer ses émotions avec autant de sincérité après un combat aussi important. Derrière les caméras en tout cas, Ciryl a analysé chaque moment, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait améliorer. Défense sur certaines attaques, timing sur les frappes, anticipation des coups de Ngannou. Ses entraîneurs l'ont aidé à transformer cette défaite en plan d'action pour l'avenir. Un sparring partner d'ailleurs disait qu'il n'a pas perdu contre Ngannou, que Ciryl a appris, et c'est ça qui fait de lui un futur champion. Peu de gens auraient cette capacité de revenir plus fort après une telle expérience. En tout cas, dans sa salle, Ciryl est devenu un exemple vivant pour les plus jeunes. Il voit quelqu'un qui n'a pas été découragé malgré cette défaite, qui reste méthodique et respectueux malgré l'échec. Les analystes de l'UFC ont commenté en disant que Ciryl Gane a donc tenu tête à Francis Ngannou comme peu ont pu le faire, qu'il n'a pas cédé sous la pression, et son style technique pourrait changer la perception des poids lourds à l'avenir malgré tout. Ils ont considéré en tout cas avoir vu un futur champion en action même dans la défaite. Alors les fans sur les réseaux ont souligné son sang-froid, sa discipline, et ont salué son attitude de vrai champion dans la main. Alors après ce combat, Ciryl s'est retiré quelques semaines pour récupérer mentalement et physiquement évidemment. Il a après ça quand même travaillé son grappling, sa vitesse, multiplié les sparring avec différents types de combattants. Il savait en fait qu'il devait évoluer pour espérer une deuxième opportunité pour le titre. Et rendez-vous compte, c'est pas facile hein. À ce moment-là, il vient donc de perdre un combat charnière et il retombe tout en bas et il doit remonter tous les échelons un par un. En tout cas, il a confié que tu peux pas rester sur un échec, surtout pas à ce niveau. Si tu veux devenir champion, tu dois apprendre de tout ce que tu as vécu, garder les bons aspects et corriger les erreurs. Une super mentalité de sa part. Et d'ailleurs, même dans ses routines quotidiennes, à ce moment-là, il reste discipliné. Il fait de la méditation, de la visualisation, du renforcement musculaire, de la répétition des déplacements. Tout était conçu pour qu'il soit prêt le jour où l'UFC lui proposerait une nouvelle chance. Et c'est là que ça devient excitant. Ciryl a donc encaissé la première grande défaite de sa carrière, mais il est loin d'être fini. L'UFC et le public savent qu'il a le talent, le sang-froid, la discipline pour revenir plus fort. Alors, les questions qu'on se pose, c'est comment va-t-il se reconstruire mentalement après cette première défaite lors de son premier title shot? Quels ajustements va-t-il faire pour ses prochains combats? Est-ce qu'il va obtenir une nouvelle opportunité pour la ceinture? Si oui, contre qui et quand? Et est-ce qu'il va réussir à décrocher ce titre poids lourd et enfin réaliser son rêve de devenir champion? Vous saurez tout ça sous quelques minutes. Cette déclaration de Ciryl Gane va vous choquer, mais c'est bel et bien ses mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Après sa défaite contre Francis Ngannou, il a dit que ça lui avait fait du bien en réalité, et que ça n'a pas entamé sa fin de victoire. Et vous savez quand est-ce que ça va se voir? À l'UFC Paris, bien sûr. Premier événement de l'UFC en France de l'histoire, dont il sera bien évidemment la tête d'affiche. Et qu'est-ce qu'il va affronter là-bas? Tout simplement Tai Tuivasa, un vrai cogneur chez les poids lourds, dans une ambiance exceptionnelle le 3 septembre 2022. Alors, à l'Accor Arena, devant un public en transe, il va terrasser Tai Tuivasa. Et après ça, il déclarera qu'il s'attendait pas du tout à ce que ce soit autant le feu ce soir-là. Il reviendra dessus, donc à la fin de la soirée, devant la presse, alors qu'il était encore torse nu et tout heureux d'avoir gagné par KO. Il a dit qu'il était face à un gars comme lui, que dans ce match, ils ont rigolé, ils ont blagué, qu'il l'a poussé amicalement un moment pendant le combat pour lui dire qu'il l'avait pas touché au niveau des parties, mais qu'ils se sont réellement mis dessus. Ciryl n'y est pas allé de main morte, et avec le recul, il disait qu'il était très content de sa prestation. Qu'il était surtout content du scénario en fait, c'était un combat dur qui a créé des émotions, et peu importe de quel camp ils étaient, au fond, les spectateurs ont aimé tous. Tai l'a touché, il est revenu encore plus fort, et tout le monde était content de cette soirée. Alors pour Ciryl, c'était un vrai travail de sape, beaucoup avec le jab notamment, c'est ce qu'il a expliqué. Il a d'ailleurs confié que c'était sa meilleure arme, qu'après que Tai l'ait touché, il est allé chercher le corps. Il a dit que mécaniquement, humainement,
il avait la sensation sur ses phalanges des coups que Tai prenait. Il a expliqué qu'il a vu le visage de Tuivasa s'ouvrir petit à petit et que c'est jamais bon de prendre des coups comme ça, qu'il commençait à en prendre beaucoup. Alors bien sûr, c'était une soirée formidable. Quelle plus belle façon de rebondir après la défaite contre Ngannou. Et pour Cyril, c'était incroyable. Il disait que personne ne s'attendait à ça de la part des fans français, que c'était historique, qu'il y a eu une énorme communion, que le scénario était fou et que c'était dur pour autant, mais qu'il était heureux de cette victoire et aussi de l'ambiance. Et que désormais le monde entier saurait qu'en France, il y a cette atmosphère-là unique au monde. Qu'au début, ça chantait Cyril, Cyril, puis l'hymne national, qu'il a tout entendu pendant l'événement, et que ça lui a fait que du bien. Quand l'annonceur Bruce Buffer, vous savez, la légende quand il crie « It's time », a commencé à faire son speech, tout le monde criait en même temps que lui. Et pour Cyril, c'était fabuleux. Il a même révélé que lors du combat de Nassourdine Imavov, les gens ont commencé à taper des pieds et qu'ils se demandaient « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le métro ?» Tellement l'ambiance était folle en tout cas. Il envoyait plein d'amour au public et était vraiment le plus heureux. Et pour mieux comprendre la dimension de ce combat, faut quand même revenir sur le style de Tuivasa. Tai est connu pour sa puissance phénoménale et sa capacité à terminer un match en un seul coup, un peu comme Rosenstruck quelques années avant. Et Cyril savait que son approche devait être très précise et de grande qualité. Il raconte que quand Tuivasa l'a touché, qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir et qu'il n'a pas eu de sentiment d'inquiétude. Que face à un puncher, la base c'est de toucher sans être touché. Et que Tai a été jusqu'à présent le plus gros puncher qu'il ait eu à affronter, puisque Francis Ngannou, qui est quand même pas n'importe qui non plus, ne l'avait même pas touché en fin de compte. Que Tai, dans sa carrière, a été le premier à le faire tomber sur ses fesses. Et ça fait aussi que le combat est monté dans les tours, bien sûr. C'est aussi un peu ce qu'il cherchait, se faire un peu plus mal. D'ailleurs, à la pause, Fernand Lopez a dit à Cyril qu'on cherchait ça, maintenant on l'a, faisons-le. Aller au tapis par exemple, c'est pas quelque chose qui traumatisait Cyril. Et au final, ça lui a pas fait mal du tout ce combat. Il savait qu'il pouvait survivre à un tel coup. Mais bon, il faut pas non plus en prendre trop, Il disait qu'il pensait aussi à l'après-carrière. Ce qui frappe dans ce match à l'UFC Paris, c'est aussi la maîtrise tactique de Gane. Dès le premier round, il gère les distances avec brio. Tuivasa cherche à se rapprocher, à placer ses coups destructeurs, mais Cyril reste léger et toujours en mouvement. Les analystes ont remarqué sa capacité à anticiper le timing de ses frappes et à neutraliser l'Australien avec des esquives millimétrées et des contre-attaques chirurgicales. Alors dans le deuxième round, Cyril avait accéléré le rythme. Il avait commencé à utiliser des combinaisons, mélangeant uppercuts et coups de pied basiques mais efficaces pour affaiblir le corps de Tuivasa. Il touchait au corps, à la tête, restait méthodique, tout était calculé, chaque contact pesé, et les spectateurs ressentent cette tension. Le public français était en transe, et vous pouviez presque entendre les battements de cœur de tout le monde dans l'Accor Arena. Une anecdote qui a marqué les fans, c'est qu'après un clinch, Cyril a poussé gentiment Tuivasa pour lui rappeler qu'il ne touche pas les parties interdites, et ça avait fait rire tout le monde. Même dans l'intensité du combat, son côté fair-play et son calme légendaire ressortaient, et c'était beau à voir. Ce mélange de performance athlétique et de personnalité accessible le rend attachant et respecté. Cyril a aussi dit en interview que sa préparation mentale avait été cruciale pour ce combat. Chaque jour, il visualisait les différentes options de combat, anticipait les frappes de Tuivasa, répétait ses esquives, ses enchaînements. Fernand Lopez avait confié que Cyril, c'est un poids lourd unique, qu'il est capable de penser comme un poids moyen, tout en frappant comme un lourd, et que ce qui a fait la différence, c'est sa compréhension du timing et sa patience dans l'octogone. Et donc, le chaos final est arrivé au troisième round. Cyril, après avoir affaibli progressivement son rival, a fini par trouver l'ouverture avec un crochet gauche parfaitement placé, qui envoie Tuivasa au tapis. Là, l'arbitre intervenait, le public explosait, Gane levait les bras, souriait, était conscient que cette victoire marquait un tournant dans sa reconstruction post-Ngannou, j'ai envie de dire. Alors, dans les coulisses, Cyril restait humble et réfléchi. Il saluait l'équipe adverse, félicitait Tuivasa, parlait longuement avec son coach sur ce qu'il a bien fait et c'est ce qu'il peut améliorer aussi, parce qu'il sait que chaque détail compte. Cette victoire a non seulement renforcé sa confiance, mais aussi confirmé à tous que Cyril n'avait pas été brisé par sa défaite contre Francis. Au contraire, elle l'a poussé à se dépasser, à perfectionner son style. Il a retrouvé ce mélange d'intelligence de combat, de mobilité, de précision et de mental solide. Et Cyril a aussi évoqué l'impact de cette victoire sur sa vie personnelle. Il a dit que quand il rentre chez lui après une telle soirée, il repense à tout ce chemin depuis ses débuts
le Muay Thai, les premiers combats, et se dit que tout ça valait le coup. Mais surtout, ça lui rappelle pourquoi il se bat. Pour sa famille, pour son équipe et le plaisir de se dépasser. Alors, le public, les médias et ses pairs ne s'y trompent pas. Gane a confirmé qu'il est désormais un poids lourd complet et redoutable, capable de rivaliser avec n'importe quel top 5 mondial. Même Dana White, le président de l'UFC, a félicité le Français après le combat, soulignant sa patience, sa puissance stratégique. Et à ce moment-là, il était temps pour Ciryl de regarder vers l'avenir, avec ambition mais sans précipitation. Il sait que chaque victoire doit être consolidée par le travail et y confier que Francis Ngannou, en tout cas, lui avait dit bonne chance après la pesée, et qu'il aurait, en tout cas, beaucoup de plaisir à éventuellement avoir une revanche contre lui, et qu'il veut y retourner, et que ce combat contre Tai Tuivasa était une étape pour y retourner. Alors, à ce moment-là, juste dans la foulée de l'UFC Paris, le Français donc espérait qu'il n'y aurait pas d'autres étapes intermédiaires avant un nouveau title shot. Il prenait du recul et disait que dans le premier combat, donc quelques mois à peine avant, Francis Ngannou avait été très bon, qu'il a plus d'expérience, de la maturité, qu'il pensait pas pour autant qu'il était très supérieur à lui, mais que si demain il voulait avoir sa revanche, et qu'il serait obligé de faire mieux, mais qu'il était prêt à prendre n'importe qui, n'importe quand. Donc, vous l'aurez compris, cette victoire contre Tai Tuivasa, c'est certainement pas une fin, c'est qu'une étape de sa reconstruction mentale et physique. Et le chemin vers la prochaine opportunité pour le titre est désormais tracé. Ciryl a montré qu'il peut apprendre, s'adapter et vaincre sous la pression. Mais la question qui reste, c'est est-ce qu'il sera prêt pour ce prochain title shot? Est-ce que sa détermination, sa technique, sa capacité à rester calme seront suffisantes pour enfin décrocher ce rêve de ceinture? En tout cas, la quête pour le prochain title shot repartait de plus belle, et la suite de cette fabuleuse épopée allait arriver quelques mois à peine plus tard. Vous vous posez probablement cette question. Quelle était désormais la prochaine étape pour Ciryl Gane? Est-ce qu'il avait déjà mérité une nouvelle opportunité pour ce titre poids lourd dont il rêve tant? La réponse est oui. Mais rien n'allait pour autant se passer comme on l'imaginait, dans une sorte de jeu d'échecs entre l'UFC et plusieurs tauliers de la division. Vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est une situation assez cocasse. Francis Ngannou a rendu sa ceinture de champion du monde poids lourd, et à ce moment-là, l'UFC décide quoi? D'opposer Ciryl Gane à Jon Jones pour le titre vacant des poids lourds le samedi 4 mars 2023 à l'occasion de l'UFC 285. Donc, une revanche de Ciryl contre Ngannou était inenvisageable. Selon ses propres mots, on a offert à Ngannou 8 millions de dollars pour un contrat de 3 combats, avec une potentielle prolongation de son passage dans la cage. Mais Ngannou, lui, il voulait 3 combats, dont 2 face à Jon Jones, et un autre pour en finir de sa trilogie avec Stipe Miocic. Alors, au-delà de son planning à l'UFC, le Camerounais a demandé des améliorations pour tous les combattants, en demandant à avoir des sponsors personnels, une assurance vie, et un avocat pour le représenter lors de tous les meetings avec l'organisation. Face au refus du grand patron Dana White et des dirigeants, le natif de Battier a choisi de s'en aller et de laisser expirer son contrat, abandonnant donc sa ceinture poids lourd au grand regret d'une partie des fans. Pas de Ngannou contre Gane 2, pas de Ngannou contre Jones, mais quand même un match pour le titre pour Ciryl contre celui considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de tous les temps. Jon Jones, c'est quand même l'homme qui a jamais perdu dans un combat, à part une maigre défaite litigieuse où il avait même pas été vraiment vaincu. Donc Gane, en fait, il est face à une montagne, un phénomène que personne n'avait jamais réussi à terrasser. Est-ce que Ciryl serait prêt, techniquement et mentalement, pour un tel obstacle face à lui? Or, dans la route vers ce combat contre Jones, des paroles de Ciryl seront mal interprétées, et on va même lui reprocher de ne pas aimer le MMA, rendez-vous compte. Alors, Ciryl se défendra en disant qu'il affectionne ce sport, mais qu'il y a d'autres choses tout aussi importantes dans sa vie. Jones, de son côté, déclarait à propos de Gane dans la préparation du combat, en l'ayant vu jouer aux jeux vidéo: « J'ai entendu dire que l'équipe FIFA de Ciryl Gane est dans le top 60 mondial en ligne. Moi, je suis là, focalisé sur notre combat, et lui, il joue aux jeux vidéo. Ils se foutent de gagner ou de perdre, ils sont simplement contents d'être là. » Alors, avant d'affronter le GOAT, Ciryl déclare: « Jones, il a une carrière exceptionnelle, mais j'ai envie de surprendre les gens. » Et les attentes du public étaient élevées, puisque le film
RMC Sport, avant le championnat du monde historique à Vegas entre Jones et Gane, dépassait le million de vues sur YouTube en une semaine à peine. Gane débordait de motivation, il a dit qu'il a toujours aimé cette position d'outsider parce qu'il l'a toujours été. Ça lui enlève aussi un peu de pression. Il vient et il a tout à prouver face à un gars qui a beaucoup gagné. Alors certes, c'était une nouvelle division pour Jones, qui était habituellement dans la catégorie des lourds légers, mais Cyril avait envie de prouver qu'il était à sa place. Et mes amis, tout a commencé ce soir-là par une entrée iconique dans une arène qui le huait Cyril. Le morceau emblématique et surpuissant de Caris, Zo, accompagnait les pas de Cyril sur ces terres hostiles. À ce moment-là, le monde s'attendait à un tigre dans la cage, prêt à dévorer la chèvre. Alors, dans le sens GOAT évidemment, mais la réalité sera bien différente. Alors, la tension était palpable. Les analystes parlaient de ce combat comme d'une expérience sans précédent pour Cyril, qui affrontait un John Jones débarquant chez les poids lourds après 3 ans d'absence. Alors le Français a reconnu que la pression était énorme, mais qu'il la voyait plus comme un défi stimulant que comme un fardeau. Il a passé les semaines d'avant à travailler non seulement sa technique, mais sa préparation mentale, avec des exercices de visualisation, pour gérer le stress, la pression médiatique. Son coach, Fernand Lopez, toujours, lui répétait souvent de rester calme, de jouer son jeu, de ne pas chercher à réagir à tout. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré tout ça en amont, il n'y a pas eu de match. 2 minutes, et puis c'est tout. Cyril Gane a vite été pris dans une guillotine dans le premier round de son choc contre John Jones cette nuit à Las Vegas et a dû abandonner, laissant Bones savourer son retour à la compétition 3 ans après avec la conquête de la couronne des lourds de l'UFC. Sa guillotine a été appliquée avec une précision d'orfèvre par Jones, exploitant le moment où Cyril avait légèrement baissé sa garde après un enchaînement de frappes. D'ailleurs, les experts notent que le timing de Jones était parfait, capitalisant sur la seule ouverture que Gane a offerte. Et donc, en ce 4 mars 2023, Cyril perd contre la légende invincible John Jones par soumission en plus sur cette terrible guillotine. Certains lui reprochent de ne pas être assez bon en lutte, mais au moment de regarder son combat, ses fans à Cyril étaient loin d'imaginer ce qui se passait réellement dans la tête du Français. En fait, il a expliqué, après le combat, qu'il avait l'impression d'avoir eu une expérience en dehors du corps pendant ce match. Que son rêve de gagner la ceinture a été donc écrasé en un peu plus de 2 minutes alors qu'un Jones impérieux le soumettait avec un étranglement par guillotine. Mais Cyril disait que c'était vraiment bizarre. Donc c'était une vraie défaite, oui, mais que c'était étrange parce qu'il avait un sentiment que c'est comme s'il n'était pas là. Il se sentait un peu comme dans un cauchemar. Et c'est pourquoi il est resté sur les fesses après le match pendant un certain temps. Il est resté un peu pantois en se demandant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et dire que Jones n'avait même pas effectué le moindre combat chez les poids lourds avant cette démonstration. Il a été le roi de la division inférieure pendant des années et il débarquait là chez les moins de 120 kilos. En plus après 3 ans d'absence à l'UFC. Un contexte qui n'a fait que décupler sa rage de vaincre finalement avant d'affronter Cyril Gane qu'il a terrassé de façon éclair. Donc après avoir dominé les mi-lourds pendant 10 ans, entrecoupé de plusieurs suspensions c'est sûr, John a débuté son règne chez les poids lourds. Il pouvait se vanter et célébrer au micro après sa victoire en faisant le cri du GOAT. Et la chèvre avait donc mangé le tigre. Et pour autant, attention, une controverse a éclaté après le combat et c'est leur collègue de l'UFC, Colby Chaos Covington, qui a mis le feu aux poudres. Alors, pour votre information, John Jones et Covington ont partagé la même chambre pendant leurs études à l'Iowa Central Community College. Alors bien que les deux hommes semblaient bien s'entendre à l'époque du coup, c'est plus le cas a priori depuis plusieurs années. Alors qu'est-ce qu'il a dit Covington? Il a déclaré « On aurait dit que Cyril avait peur, qu'il avait peur du moment, qu'il avait trop de pression. Il semble que c'était travaillé. Peut-être que le frère de John Jones est allé en France et a dit à Cyril qu'ils allaient le payer sous la table pour qu'il fasse un plongeon. Parce que c'est honnêtement ce à quoi ça ressemblait. » Bon, sportivement en tout cas, cet échec a fait de la peine à Cyril, parce que c'était la première fois qu'il perdait en aussi peu de temps, seulement 3 minutes. Alors pour lui, c'était du jamais vu. Dans la cage avec Jones, il se sentait donc absent, et ça l'a beaucoup affecté en tant que sportif. Puis surtout derrière, il a subi une vague de critiques comme jamais sur les réseaux sociaux, au point où il a même dû désactiver Instagram pendant quelques jours. Il a déclaré que ça arrive à tout le monde de faire une sortie de route comme un mec en Formule 1, mais que pour autant, malgré ce gros désastre, il continuerait à montrer qu'il est là et qu'il veut pas bouger. Parce que Cyril Gane, comme il le dit lui-même,
Il est l'antithèse de la majorité des combattants. C'est vrai que on a l'habitude de voir des mecs avec une attitude qui évoque le danger. Et l'image de Ciryl, elle est à l'opposé de ça. Il inspire plutôt la confiance d'ailleurs auprès des personnes qui le fréquentent. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sa team à Ciryl Gane a parfois voulu le forcer à provoquer certains adversaires, à avoir peut-être un peu plus de trash talking, montrer peut-être plus de tranchant et de personnalité et de férocité publiquement. Mais même des trucs comme ça, tout petit, il réussit pas à les faire. Il se souvient par exemple d'une interview où sa team était choquée, où il lui disait « Mais t'es sérieux ? Quand il t'a posé cette question-là, t'aurais dû dire ça !» Et malgré tout, Ciryl, il l'avoue, hein, il peut pas être quelqu'un qu'il n'est pas. Et c'est vrai que du chemin a été parcouru depuis, et on se pose la question, est-ce qu'il a la même fraîcheur qu'avant ? Est-ce qu'il y a la même simplicité qu'au tout début de son parcours ? Parce qu'il a lui-même dit quand même qu'il adorait son début de carrière quand il était insouciant, qu'il ne se posait pas de questions et que personne n'avait de vraies attentes. Et donc flash forward toutes ces années plus tard, où le monde s'abat sur lui en étant hyper déçu, alors que pourtant on parle d'un mec qui, de ses propres mots, n'était même pas programmé pour ça à la base. Hein. N'oublions pas qu'il a éclos tardivement dans le MMA. Ce qui est certain, c'est que ce combat contre Jon Jones, ça a été un tournant crucial pour Ciryl Gane. Il lui a permis de réaliser qu'au plus haut niveau, le moindre détail compte, hein. Le timing, le placement, l'anticipation, et surtout un contrôle mental. Ses proches confient qu'après cette défaite, Ciryl est revenu à la salle avec un calme incroyable, observant chaque séance de sparring avec un regard analytique, notant mentalement chaque erreur, chaque point amélioré. Or, vous l'aurez compris donc, même si la défaite a été cinglante, elle n'a pas brisé son ambition. Gane a dit après la défaite donc contre Jones en interview qu'il allait se servir de ce match comme une pierre de plus pour construire le chemin. Que chaque revers lui apprend quelque chose, qu'il sait ce qu'il doit travailler, qu'il sait ce qu'il doit changer pour devenir plus complet. D'ailleurs, dans la même logique, Fernand Lopez ajoutait que Ciryl, il a de toute façon une force mentale rare, qu'après le combat, il aurait pu s'attendre à ce qu'il perde confiance, mais non, Ciryl a juste pris note, analysé, et il est revenu plus déterminé. Et c'est ça la différence entre un grand champion et un simple bon combattant. En fin de compte, donc, Ciryl Gane est sorti grandi de cet affrontement, avec une compréhension plus poussée du poids de la ceinture et du niveau requis pour un tel défi. Mais malgré tout, on se pose une question passionnante. Après cette défaite contre Jon Jones, une deuxième opportunité pour le titre poids lourd manquée. Est-ce qu'il va arriver à se relever ? Est-ce qu'il va arriver à franchir tous les obstacles et à obtenir enfin sa revanche, sa victoire et sa vengeance ultime ? La défaite de notre Ciryl Gane contre Jon Jones a délié des langues, ça c'est sûr. Mais même si certains critiquent sa manière d'être, il va garder les pieds sur terre, y compris après cet échec, puisqu'il a expliqué que ce qui l'apaise, c'est qu'il a un grand détachement avec tout, et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, quitte à choquer les gens, et que ça l'apaise. Qu'il est au courant de ce qui se passe autour de lui, de qui est autour de lui, de ce qu'est le MMA, de ce qu'est l'UFC, de ce que ça représente pour lui, qu'il est au courant de plein de choses, mais il pense avant tout que la vie doit être vécue, et que sa principale mission, au-dessus de tout, c'est d'être heureux, et de rendre son entourage heureux. Et on peut dire que c'est un peu ce qui le distingue des autres poids lourds. C'est un type qui ne se laisse pas consumer par la pression des médias, qui ne se prend pas pour un super-héros, et qui garde une vision claire et humble de la vie. Après la défaite contre Jones, il ne sombre donc pas dans le doute, il prend ce recul, choisit de rebondir intelligemment, donc pendant des semaines, il a passé beaucoup de temps à réfléchir sur sa stratégie de combat, à revoir des vidéos, mais aussi à profiter de ses enfants, à renforcer ses liens familiaux. Et le contraste avec d'autres combattants qui replongent tout de suite dans l'entraînement est frappant. Alors en parallèle, c'est sûr qu'on parle beaucoup de MMA, mais Ciryl Gane, c'est pas que ça. Il a aussi fait des incursions dans le monde du cinéma grâce à sa nouvelle notoriété, comme par exemple dans le film Nouveau Riche, une comédie Netflix, et il joue son propre rôle dans les séries Validé et La Cage. On le voit aussi dans le blockbuster américain Criminal Squad Pantera avec Gerard Butler. Ces expériences, selon lui permettent de décompresser, de relativiser les pressions de la cage. Et dans le film KO, il est carrément la tête d'affiche, aux côtés d'Alice Belaïdi. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'un ex-combattant de MMA confronté à une organisation criminelle marseillaise pour sauver le fils d'un adversaire tué dans la cage quelques années auparavant. Histoire incroyable, hein. Les équipes du film témoignent de son professionnalisme à Ciryl et de son calme sur le plateau, comme s'il transposait sa discipline de combattant au tournage, toujours concentré, mais jamais stressé. Et à propos de tout ça,
Il a déclaré « Qui sait par où il est passé ? Il a été éboueur, il a vendu du meuble, de la literie et de la téléphonie. Il a mis des beurres en carton à l'usine. Selon ses dires, il est de ceux qui ont connu la vie que la grande majorité des Français connaît. Il comprend les familles qui touchent le SMIC et qui galèrent. Et cette lucidité, cette humilité, c'est ce qui le rend différent aussi dans le monde du MMA. Il n'oublie jamais ses racines. Et ça se ressent dans son approche du combat, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de démonstration de force inutile. Il a juste sa stratégie, réfléchie et efficace. Et donc, celui qui est père de 2 enfants, âgés de 6 et 3 ans en juin 2025, a confié régulièrement que cette paternité, par exemple, a transformé son rapport à la victoire et à la défaite. Selon lui, chaque combat est important, c'est sûr, mais aucun ne vaut plus que le bien-être de sa famille. Son coach Fernand Lopez explique souvent que quand Cyril rentre de la maison, il oublie la cage, il est juste papa, et ça le rend plus fort, plus équilibré dans son entraînement. Alors, c'est sûr que cette parenthèse humaine et cinématographique, c'est bien, mais au bout d'un moment, il était question de mieux revenir encore. Et le 2 septembre 2023, Gane effectue son retour dans la cage contre Sergueï Spivak. Le combat est rapide, brutal mais précis, puisque Gane va neutraliser Spivak avec un striking technique et un timing impeccable, infligeant des coups ciblés qui vont affaiblir petit à petit son rival. Au deuxième round, après avoir contrôlé le rythme et mis en place plusieurs feintes, il conclut tout ça par un TKO, une masterclass de Cyril. Et ce soir-là, la salle est en transe, le public français acclame son champion. Dans les coulisses, Gane va rester calme, sourire, discret, conscient que cette victoire, c'est qu'une étape de son plan de reconstruction, surtout que va pas y avoir de title shot dans la foulée juste derrière, contrairement au match contre Tuivasa. Et justement, l'étape suivante, elle est quand même pas tout de suite après, elle est le 7 décembre 2024, où Cyril Gane va affronter celui qu'il avait déjà affronté quelques années avant, Alexander Volkov. Alors, dès le premier round, un incident survient, il se casse 75% du pied sur une frappe, un choc énorme pour un poids lourd dont la mobilité est la clé. Alors, on peut dire qu'il y en aurait certainement beaucoup qui auraient abandonné, au vu leur performance affectée, mais pas Cyril. Il a tout de suite ajusté sa stratégie, à jouer avec la distance, à user de feintes, maximiser chaque jab, chaque low kick qu'il peut placer sans mettre trop de pression sur son pied blessé, et malgré la douleur, rendez-vous compte, malgré les 3/4 de son pied qui était fracassé, il parvient quand même à rester dans le rythme et à imposer son tempo, ce qui impressionne même les commentateurs internationaux. Après 3 rounds intenses, il va gagner, alors un peu dans la controverse quand même, décision partagée, mais ce combat montre à tous que sa résilience mentale et sa capacité d'adaptation sont aussi redoutables que son arsenal physique. Les analystes notent que ces 2 victoires successives contre Spivak et Volkov, c'est pas seulement des succès sportifs, elles envoient un message clair à la division. Malgré les défaites contre Ngannou et Jones, Cyril est toujours là, il est pas seulement un challenger, c'est un poids lourd avec plein de qualités. Alors les fans retiennent surtout ses capacités à garder le sourire et à rester fair-play et gentil, mais malgré tout, il est quand même resté après des moments de grande tension dans la cage, et ça c'est tout à son honneur. Alors Cyril, il a confié qu'il a jamais voulu courir après les combats comme un fou, y compris dans toute cette période, que chaque combat a un sens, que chaque victoire est une marche, que perdre contre Jones l'a fait grandir, et que revenir contre Spivak et Volkov prouve qu'il est prêt pour les défis à venir. Et en parlant ensemble du parcours de Cyril Gane, j'ai envie de vous citer Rocky, rappelez-vous, le film dans lequel on disait que les grands champions, on les reconnaît, non pas à leur capacité à aligner les victoires ou quoi, mais à la capacité à toujours se relever sans arrêt revenir. Et c'est exactement ce que Cyril fait depuis la défaite inaugurale contre Francis Ngannou. Il a dit lui-même qu'il court pas après la célébrité, qu'il construit sa carrière étape par étape. Son entourage raconte qu'il a même profité de cette période pour s'entraîner dans des disciplines complémentaires, améliorer son jiu-jitsu, son cardio, même faire quelques stages de méditation pour mieux se concentrer. Un proche a précisé que Cyril est toujours en train de chercher des moyens pour s'améliorer, mais qui reste détendu, presque comme s'il jouait aux échecs avec le MMA. Donc à ce moment-là, alors que 2025 avance, Gane se retrouve face à un nouveau chapitre excitant de sa carrière. Après ces 2 victoires, on se pose plusieurs questions cette fois-ci. Alors, est-ce qu'il va enfin obtenir sa 3e opportunité pour le titre poids lourd ? Est-ce qu'il a assez progressé pour faire face à la nouvelle génération de challengers ? Et surtout, que va donner son affrontement qui va devenir officiel contre le champion du monde poids lourd, Tom Aspinall ? Et c'est ce qu'on va savoir à l'automne de 2025.
À quelques semaines de sa 3e opportunité pour le titre poids lourd mondial, pour la première fois de sa carrière, Cyril Gane a décidé de faire un camp d'entraînement à l'étranger, loin de ses repères habituels à la MMA Factory, là où il a commencé sa longue histoire, à Dubaï. Et le choix n'était pas anodin bien sûr, parce qu'il y avait la chaleur, l'humidité, les infrastructures de pointe et surtout un isolement total pour pouvoir se concentrer sur son corps, son mental et ses techniques. Et on parle ici d'un camp de plusieurs semaines, où chaque jour était minuté au quart d'heure près. Cyril n'avait jamais mis autant de sérieux et de rigueur dans sa préparation, même après ses précédents title shots. La discipline, il la connaissait déjà, mais cette fois, c'était une immersion complète. Il dormait tôt, mangeait sainement, travaillait son cardio sur la plage au lever du soleil et répétait inlassablement ses enchaînements techniques. Il a fait des sacrifices personnels énormes en vue de ce match contre Aspinall. Loin de sa famille, loin de ses enfants, il a dû déléguer certains aspects de sa vie quotidienne à sa femme, à ses proches. Mais Cyril savait pourquoi il était là, pour maximiser ses chances d'enfin décrocher le titre poids lourd UFC. Ses journées étaient rythmées par la musculation le matin, la technique au milieu de la journée, le sparring intensif l'après-midi. Chaque détail était analysé avec son coach, Fernand. Distance, timing, feinte, déplacement, défense contre les coups de pied, le corps à corps, le sol, tout devait être peaufiné pour un adversaire comme Tom Aspinall, reconnu pour sa puissance et sa précision. Et le 25 octobre 2025, ça y est, le moment tant attendu arrive. Cyril Gane affronte Tom Aspinall pour le titre poids lourd de l'UFC 321 à Abu Dhabi. L'ambiance est électrique. L'Etihad Arena est comble un mélange de fans britanniques et français, pas seulement. Tous impatients en tout cas de voir cette confrontation. Cyril entre dans la cage avec son calme habituel, souriant mais concentré. Le public hurle, mais pour lui c'est presque une mélodie de fond. Chaque pas est mesuré, chaque respiration contrôlée. On sent l'expérience accumulée bien sûr, 3 title shots, des années de combat, un mental forgé dans l'adversité. Mais le combat, lui, va prendre une tournure inattendue dès le premier round. Tom Aspinall, puissant et précis, avance méthodiquement et dans une action accidentelle, il reçoit un eye poke involontaire de Cyril. L'arbitre stoppe immédiatement le combat et après consultation avec les officiels et les médecins, il déclare le match un no contest à cause de ses doigts dans l'œil. Alors là, la frustration est immense, le public hue, certains crient leur incompréhension, et Aspinall, qui venait de devenir champion après la retraite de John Jones, ne peut donc pas défendre sa ceinture. Alors pour Cyril, la déception est palpable, malgré son calme apparent. Dans les coulisses, il va expliquer ce qu'il ressent, il disait que c'était un très bon début de combat, qu'on est rentré dedans comme on voulait rentrer dans la confrontation, et qu'avec son équipe, il savait que le premier round serait peut-être le plus dur, et qu'au fil du temps, on le sait, il est toujours de plus en plus à l'aise dans le combat. Donc démarrer de cette manière face à un adversaire comme Aspinall, c'était de bon augure. Il était donc optimiste, vous le comprenez. Mais on ne sait pas ce qui aurait pu se passer après du coup. Et ça a rendu un petit peu triste Cyril, en repensant à tous les sacrifices qu'ils ont dû faire. Son geste n'était pas intentionnel, c'est ce qu'il dit, comme l'arbitre lui a dit d'ailleurs en voyant ses mains. Mais des fois, vous essayez de repousser quelqu'un, et ça se peut tomber au niveau du visage, et malheureusement même au niveau des yeux. Mais Cyril rassure que ce n'était vraiment pas intentionnel. Mais personne, finalement, ne connaissait la gravité au niveau de l'œil d'Aspinall. Il a dit que ça lui rappelait son combat face à Derek Lewis quelques années avant, quand lui-même s'est pris un doigt dans l'œil. Il disait qu'il avait vu 2 Derek Lewis pendant un round, et que, étant donné qu'il a commencé le combat comme ça, et peut-être qu'en voyant la gravité, Tom Aspinall s'est dit que ça ne valait pas le coup de prendre de risques. En tout cas, cette déclaration montre le côté réfléchi et mesuré de Cyril. Pour lui, chaque combat est une leçon, et même dans la frustration, il analyse chaque décision et se projette sur l'avenir. C'est une approche qui est quand même différente de la plupart des combattants. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion, et son mental est solidement ancré dans le côté rationnel. Et son objectif, malgré cette déception de ne pas avoir vraiment eu sa chance contre Aspinall, reste clair. Devenir champion du monde poids lourd, enfin, puisqu'il a dit à plusieurs reprises que le Graal, pour lui, c'est de pouvoir dire, en étant en possession de cet objet si prestigieux, qu'il est l'homme le plus fort de la planète. Cette ambition, combinée à son humilité et à son détachement face aux critiques, fait de Cyril un athlète rare. Il sait que chaque opportunité est précieuse et que le moindre faux pas peut coûter cher. La discipline qu'il a montrée à Dubaï en est la preuve. Tout ça, il le prend très au sérieux, il prend soin de son corps comme jamais auparavant. Conscient aussi que la longévité dans cette division passe par la préparation complète. Or, le no contest contre Aspinall, c'est une frustration, mais aussi une leçon.
Cyril sait que le hasard fait partie du sport. Le moindre geste, un doigt mal placé, un contact accidentel, peut bouleverser des mois de préparation. Pourtant, il garde son calme. Il sait qu'il aura d'autres occasions. Et son expérience passée, justement, les défaites, même si elles étaient décevantes sur le moment contre Ngannou et Jones, lui a appris à rebondir plus fort et à ne jamais perdre confiance en lui. D'ailleurs, à la fin de cette épreuve, il a envoyé un message aux fans et à tous ceux qui ont suivi sa carrière en leur disant « Merci d'avoir suivi mon parcours jusqu'ici. Chaque combat, chaque victoire et chaque défaite m'a appris quelque chose. Je promets de revenir plus fort, plus complet et de me battre pour ce titre que nous rêvons tous de voir à mes côtés. » Et justement, le chemin de Cyril Gane n'est jamais simple, à l'image de cette épreuve contre Aspinall, mais toujours guidé par la même philosophie. Persévérance, humilité et amour du sport. Ce no contest face à Aspinall n'est qu'une étape dans sa quête. Le public, les fans français et internationaux attendent désormais de voir s'il saura transformer cette frustration en une victoire éclatante lors de sa prochaine opportunité. Et alors qu'on ferme ce chapitre de sa carrière, une question reste en suspens. Quand reviendra-t-il pour enfin décrocher ce titre poids lourd UFC? Et comment va-t-il gérer cette opportunité qui finira probablement par réavoir contre Tom Aspinall? Les paris sont ouverts, mais une chose est sûre, Cyril Gane ne lâchera jamais rien. Et c'est comme ça que se termine notre plongée dans le parcours incroyable du bon gamin, de ses premiers pas dans le Muay Thai jusqu'à cette confrontation épique à Abu Dhabi. Et de mon côté, je dis merci à vous tous d'avoir suivi cette histoire avec moi, et ensemble, on souhaite le meilleur pour la suite à Cyril Gane. On espère enfin le voir décrocher ce titre poids lourd tant attendu, qui sera savouré pleinement. C'est certain, ce sera le fruit de son travail, de sa patience et de son talent inouï. Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'univers du combat et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.